À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Nous allons revenir sur un événement peu glorieux et relativement peu documenté de l'histoire de notre pays, la débâcle sous l'angle militaire. Avec vous, Anthony Friston, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Anthony Friston, le petit-fils de l'auteur dont nous allons parler, César Faubras. Et je salue également Gérard Bérébi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des éditions Alia qui publie cet ouvrage intitulé donc La débâcle, dû à César Faubras, de son vrai nom Gaston Sterqueman. C'est un document étonnant et très révélateur de l'état d'esprit de la troupe en France au moment de l'invasion allemande et de la déroute qui s'ensuivit. Notre auteur est fait prisonnier près de Dunkerque, comme beaucoup d'autres soldats et réservistes, et il finit son périple dans un stalag en Autriche. Tout au long du trajet, il recueille les témoignages de ses compagnons de galère, soudain libérés de la peur des mouchards et des tribunaux militaires. On est loin ici de l'héroïsme et même du patriotisme. Par ailleurs, il est étonnant de constater à quel point le troufion de base n'est pas dupe de l'impréparation et du sous-équipement de l'armée française. Ce qui saute aux yeux aussi à travers ces propos rapportés, c'est l'état chaotique du pays, le chacun pour soi érigé en morale de rechange, et puis malgré tout l'humour, même s'il est le plus souvent sarcastique, voire l'autodérision. La langue populaire et argotique est savoureuse. Alors avant d'entrer dans le détail, je voudrais vous demander, Anthony Friston, qui était votre grand-père, Gaston Sterqueman, donc de son vrai nom, le reporter de cette histoire qui prétend, je cite, n'avoir joué que le rôle d'un magnétophone. Alors au départ, c'était un gamin de 15 ans qui s'est engagé dans la marine et j'ai des traces qui sont assez touchantes parce que j'ai une espèce d'état signalétique, enfin de description de Gaston Sterqueman à cet âge-là. Il mesurait 1,57 m, c'est-à-dire que c'est vraiment un gamin. Et donc il s'engage dans la marine, il émousse à 15 ans, 1914. Et puis ensuite, donc, il passe des échelons, il devient second maître de manœuvre. Il sert sur un cuirassé assez connu qui était le Danton, qui a sombré, torpillé pendant la guerre de 14-18. Et cette expérience Mais sur le Danton... il n'était plus Alors, sur... il avait servi sur le Danton avant Avant qu'il soit torpillé. Et donc, dans les années 30, il écrit des livres. Et le premier, c'est Jean Le Gouin, qui a été un livre qui décrit l'épisode du Danton. C'est ça. Ensuite, il y a d'autres livres qui sont parus dans les années 30. Mer Noire. Voilà, sur les mutineries de la mer Noire. Alors, il semble qu'il n'ait pas fait partie des mutins. C'est encore ambigu, mais je crois qu'il n'a pas fait partie des mutins. Il était antimilitariste. Ah oui, complètement. Oui, non, il était complètement solidaire avec les mutins. Mais il était dans une base navale en Tunisie, à Bizerte et à Sidi Abdallah. Et c'est là qu'il a dû rencontrer des mutins qui lui ont raconté ce qui s'était passé. De la même manière que dans ce livre, donc, il recueille les témoignages du troufion de base, voire éventuellement de quelques sous-offres ou... Alors, non, il y a très peu de sous-officiers. C'est vraiment il était dans un stalag. Enfin, à la fin, il est dans un stalag. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme il avait écrit des bouquins antimilitaristes dans les années 30, quand il a été mobilisé en 40, donc il est allé d'abord dans la marine, et la marine s'est débarrassée de lui et l'a transféré dans l'armée de terre. Pour ne pas qu'il recommence la même histoire. Et c'est donc... En plus, il était devenu entre-temps officier de marine, donc il aurait pu avoir un poste important, commander un bateau, ce qui n'aurait pas beaucoup plu, je crois. Il n'avait pas passé son brevet de capitaine de la marine marchande. Et puis, il a écrit d'autres livres, notamment un livre sur les chômeurs. Voilà, Viande à brûler, qui est l'un des rares livres qui existent sur la vie des chômeurs dans les années 30. C'est ça. À Paris. Et qui ont été publiés. Ce qui n'est pas le cas de celui dont nous allons parler, dont c'est la première publication. Gérard Bérébi, c'est vous qui l'avez choisi, ce livre, quand il vous est tombé sous les yeux. Quelle impression il vous a faite? Irrésistible, des brèves de comptoir de la Maison des Morts, en quelque sorte. Et puis après, il y a un travail de lecture, d'approfondissement. J'ai reçu ce livre au courrier. Anthony Friston me l'a envoyé. Je ne le connaissais pas, comme je ne connais pas la plupart des gens dont je publie des livres. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on découvre quand on dépouille le courrier tous les jours. C'est un point qui n'est pas négligeable. Et puis, ce qui m'a d'abord intéressé, dans un premier temps, j'ai eu une réaction un petit peu subjective et tout à fait personnelle, d'ailleurs assez souvent, je dois le dire. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à lire les premières pages, je me suis rendu compte qu'on était très loin
d'une image d'Épinal de la France, de la résistance française, d'un mythe que j'ai découvert quand je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. J'ai écouté des récits épiques sur la résistance, et puis j'ai été affranchi par un film que j'avais vu à l'époque de sa sortie. J'étais très jeune, c'était Le Chagrin et la Pitié, qui quand même remettait les choses à un peu plus au niveau de la réalité telle qu'elle s'était passée. Et quand j'ai commencé à prendre connaissance de la débâcle de César Fox-Brass, et là j'ai été très impressionné par l'authenticité du propos, par la spontanéité et par la manière dont César Fox-Brass organise et collecte tous ces témoignages sans les orienter, mais il y a un tel travail de construction dans la structure de l'ouvrage où il donne à lire une chose à mes yeux très importante, c'est l'état d'esprit qui régnait chez les Troufions, leur perception de l'autorité, leur perception de l'armée française, du gouvernement. Bref, ils étaient extrêmement lucides et, on doit le dire, pas très engagés. Non. Assez loin d'être patriote, et on voit en germe poindre très rapidement ce qui va devenir, si vous voulez, la collaboration française, quoi. C'est-à-dire, il faut appeler les choses par leur nom, et la collaboration française n'a pas du tout été minoritaire, c'est plutôt la résistance qui a été ultra minoritaire. Heureusement que dans ce pays, il y a des hommes qui se sont levés, qui se sont battus, et pour certains sont morts pour défendre leur pays, mais l'écrasante majorité a bricolé, bidouillé dans le marché noir avec des systèmes D, des solutions de remplacement. Et ce qui les intéressait, c'était de survivre et de faire survivre leur famille. Alors que ce soit Hitler ou quelqu'un d'autre, c'était pas très important par moment. Le Führer, comme ils disent, avec accent grave, RE. On les sent très désabusés. On sent que ces gens-là sont des Anthony gens, Friston. on les voit comme des soldats de 1940, mais c'est avant tout des gens qui ont vécu toutes les années 30, Oui. toute la crise Alors, des années certains 30, et ça, d'entre eux, c'est très présent. C'était le cas de votre grand-père, Anthony Friston, avait déjà combattu en 14. Oui, Voilà. quand il était sur le Danton, quand il était... Voilà, La der marin. des der. C'est Ils n'ont pas oublié que c'est ainsi qu'on avait baptisé cette terrible boucherie, quoi. Il a Mais dû un exemple qui est rapporté dans les livres à propos de l'état d'esprit dont je viens de parler, l'un des protagonistes, ils sont environ 90, je le cite, il dit « Je ne suis pas fasciste et je vais tout avouer. Je suis inertiste. Ah oui, Je j'aime suis beaucoup. le fondateur, Le parti, le président le PIF. et l'unique membre du parti inertiste français. Ça s'écrit PIF, PIF, et ça se prononce PIF. Le PIF est le premier de tous les partis sur le rapport de l'intelligence. Résumé de la doctrine pifiste, ne jamais bouger, être inerte. » Voilà. Et ça annonce ce que vont devenir les années noires de la Deuxième Guerre mondiale en France à l'intérieur du pays. Voilà. Et c'est justement quelqu'un qui reprend, alors je ne sais pas si c'est le narrateur ou dans le cadre d'une conversation, donc son interlocuteur, en lui disant « tu n'as que ces mots à la bouche, la classe ouvrière par-ci, la classe ouvrière par-là, etc. » Et puis donc l'autre lui répond « mais j'ai comme qui dirait l'impression que toi, avec ta grande gueule, t'es plutôt un fasciste à Casimir. » En fait, il est monarchiste. Ce monsieur, enfin, où il y en a un autre. Casimir, c'est le colonel de la Roque. Casimir, c'est le colonel de la Roque. Cette info. Absolument. Les croix de feu, donc. Et non, mais c'est assez drôle parce que la conversation finit, il se demande, par exemple, en parlant de Léon de Grelle, le représentant du nazisme en Belgique, il se demande si, même lui, par exemple, le fusillerait, puisqu'il est aussi beaucoup question des souvenirs de la guerre de 14 sous cet angle, hein, les fusillés pour l'exemple. Alors là, il lui dit, est-ce que vous le fusilleriez? Mais non, moi je suis inertiste, donc je viserai ailleurs. Et l'autre, il lui répond, j'aurais tiré au-dessus, l'inertie est une force neutre. Et il dit, t'es un véritable inertiste, mais je comprends que ton parti n'est qu'un seul membre. Et puis César Fox-Brass nous présente une façon concrète de voir les choses. Et je cite encore des extraits de ce livre où le soldat attend les courses de Vincennes et où l'on s'interroge sur le nouveau tracé du Tour de France.
on peut lire « Le national-socialisme n'a jamais réussi à produire un cheval de classe internationale. Toute la question est de savoir si Hitler s'intéresse tant soit peu au bourrin. Si oui ou non, nazisme ou pas nazisme, tu verras encore de beaux jours à Vincennes, qui est le champ de course. Voilà. C'est surtout ça qui compte. Avec tout ça, le Tour de France l'année prochaine, il va se trouver drôlement raccourci. Ouais, c'est leur angoisse. Alors, si vous voulez, quand on a des angoisses comme ça, où il y en a un autre que j'ai relevé, qui se préoccupe d'une seule chose, c'est la prime à la naissance, parce que sa femme est enceinte et qu'elle va accoucher. Il peut prendre tout ce qu'il veut, Hitler. Moi, je m'en fous du moment qu'il ne touche pas à la prime de naissance, parce que le mois prochain, ma femme accouche et la prime, on l'a bien gagnée. On a fait toutes les formalités en temps et en heure. Ouais. Et puis, on parlait de la collaboration. Il y a celle-ci aussi. Dans mon pays, on fait surtout le raisin de table. J'ai tout lieu d'espérer que cette année-ci, 1940, va être la meilleure depuis longtemps, du fait de ces millions de nazis qui n'ont jamais bouffé de raisin et qui vont sauter dessus sans s'occuper du prix. Et puis le livre de César Faubras, on connaissait le livre de Jean Giono, Les âmes fortes, qui était le roman dédié à l'errance et à l'exode. Là, on a en germe avec Faubras le germe du grand roman de la débâcle, que personnellement je rapprochais beaucoup plus d'automne allemand de Stig Dagerman. De la même façon, Dagerman et Faubras invitent le lecteur à poser un regard différent et décalé sur la guerre et ses acteurs, surtout en évitant, de par la nature même de leur texte, c'est-à-dire de leur écriture, qui est très important dans le cas de César Faubras, d'éviter tout lyrisme épique et tout misérabilisme convenu pour parler de cela. C'est-à-dire que comme dans ce camp près de Dunkerque, ces Français comprennent que c'est foutu, ils sont prisonniers et il n'y a plus d'espoir possible. Donc, comme on dit communément aujourd'hui, ils se libèrent, ils se lâchent et ils s'expriment en toute liberté. Et voilà ce que donne la liberté, c'est-à-dire de propos rapportés. Et il est important de connaître l'histoire du pays dans lequel on vit, c'est-à-dire de quelle histoire nous héritons. Et nous héritons aussi de cette histoire-là. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que la lecture de cet ouvrage permet de mieux comprendre la disposition rapide et très, comment dire, accorte de nombre de nos concitoyens à pratiquer la collaboration. Alors, du point de vue du style, le vrai titre d'abord, et c'est important, le vrai titre de l'ouvrage. En fait, il y a 3 titres. Ouais. Il y a un premier titre qu'Anthony Friston a découvert récemment, qui s'intitulait « Crever au stalag ». César Faubras a tenté de le faire publier en 1945, c'est-à-dire il y a 65 ans de cela, tenez-vous bien, et le livre a été refusé par Flammarion. Puis dans ses notes, il tente de le faire publier en 1965 sans succès, très peu de temps avant sa mort. Et puis dans une enveloppe qu'Anthony Friston a retrouvée, il y a un papier, a essayé en 1980 ou peut-être en 2000, c'est-à-dire combien de temps devrons-nous attendre pour faire le deuil de quelque chose, d'une expérience historique et de se pencher sérieusement sur le passé d'un pays et de son histoire. On l'a vu beaucoup plus proche de nous, il y a une très grande difficulté à étudier de près, c'est-à-dire objectivement et en profondeur, la guerre d'Algérie. Et pour des gens qui sont nés en 1980, en 1990, des choses qui se sont passées en 40, c'est encore assez fermé, c'est-à-dire c'est encore assez verrouillé. On a l'impression que la France n'est pas encore mûre pour analyser sa propre histoire. Mais oui, sur cette enveloppe Anthony Friston de 1965, il est écrit ces messieurs ne veulent pas savoir la vérité sur mai et juin 40. Oui, c'est ça. C'est vraiment un manuscrit qu'il a essayé de publier 3 fois, et donc en 64, c'était 4 ans avant sa mort. Alors, il se demande d'attendre 1980, alors pour un homme qui était né tout de même... je ne sais plus exactement quand, mais il avait fait la guerre de 14, ça devait paraître vraiment très très loin. En 1899. 1899, né en 1899, donc attendre 1980 comme il dit, ou 2000 avec un point d'interrogation. Le pauvre, évidemment, il est mort le 22 août 1968 à Paris. Il n'a pas vu la publication de l'ouvrage. Alors, je voulais revenir sur le titre « Sondage 1940 ». C'était le deuxième titre. Voilà, parce que c'est exactement la meilleure description de ce style comme ça un peu
cumulatif Alors, il y a de temps en temps des dialogues qui prennent davantage de pages, mais le plus souvent, c'est quand même une succession comme ça alors qui sont datés, de propos qu'il reçoit de droite, de gauche. Lui n'intervient pas, on ne l'entend pas. Il n'y a pas de narrateur, justement. Ouais. Ce ne sont que des propos tenus par les prisonniers. Et en ce sens, la construction littéraire de ce reportage, de ce sondage, de cette enquête, j'en profite d'ailleurs, ça me vient à l'esprit à l'instant, que c'est un ouvrage qu'on devrait mettre entre toutes les mains des gens qui étudient ou qui travaillent dans les instituts de sondage, parce que c'est un exercice pratique sur une période de l'histoire qui peut leur donner du grain à moudre. Comment on peut faire un vrai sondage d'opinion? Parce que là, on en tire quand même des conclusions assez épiques. Et si l'ouvrage rencontre un certain écho, et ce qui frappe aussi, c'est sa construction littéraire. Et c'est tout simplement parce que l'auteur, à mon avis, était en avance sur son temps par rapport à l'écriture de son époque. Et s'il suscite l'intérêt, c'est par sa surprenante contemporanéité, tant dans le style que dans sa construction à l'allure polyphonique. C'est-à-dire, il se démarque de l'historien, de l'archiviste, dont les œuvres s'adressent généralement à des spécialistes. Or là, nous avons un livre que l'on peut mettre entre toutes les mains et qui peut être lu à des niveaux divers de compréhension. Voilà. Alors je disais que les soldats, le Troufion, donc n'est pas dupe de l'état lamentable. Alors notamment, il y a évidemment l'aviation. Alors, il y a des choses intéressantes sur l'aviation. Oui. Et puis sur l'état de la flotte française. Quelle flotte française? Le Dunkerque et les autres cuirassés. On a bien une flotte, non? Elle nous a coûté assez cher. Et l'autre lui dit, mais t'as lu ça dans le journal? Et les journaux, ils racontent n'importe quoi. Et tout au long des années 30, César Faubras écrivait dans des journaux, généralement d'extrême gauche, antimilitariste, comme le Merle Blanc, et il critiquait tout ce budget dépensé pour la construction de cuirassés qui était complètement obsolète depuis les soirs. Et pourquoi qu'on aurait une flotte en fer avec des canons du moment que nos 6000 avions n'ont jamais existé que chez le boucher pour envelopper les beefsteaks? Donc sur le papier journal. Et il y a une autre allusion aussi au fait que cette aviation n'existe pas, que d'ailleurs il suffit de regarder dans le ciel, qu'aucun d'entre eux n'a pu voir l'ombre d'un avion, et il dit il y a une explication à ça. Pour un avion capable de voler, la France possédait 6 généraux d'aviation. Les avions étant occupés à transporter en lieu sûr les généraux d'aviation, il ne pouvait pas y en avoir sur le front. Telle est la clé du mystère. Vous croyez que ça a beaucoup changé en dehors de l'aviation quand on regarde le personnel politique actuel? Ça fonctionne de la même façon? Bon, on a notre Charles de Gaulle, là, notre porte-avions nucléaire qui est tout le temps en réparation. Tout le temps en panne. Bien, alors, Alors, ce qui est aussi très étonnant dans l'ouvrage, c'est que il y a une espèce d'énorme chassé-croisé. On donne sans arrêt des nouvelles de Hitler qui avancerait sur Paris, qui devrait être à Paris le 15 juin, etc. Pendant que eux, en fait, ils font la route inverse. Ils vont vers l'Allemagne, quoi. Oui. Et c'est très étonnant, on imagine cette espèce... Alors, ils se rencontrent jamais, bien entendu, quoi. Mais si on prend un peu de recul par rapport à leur périple, c'est quand même exactement ça qui s'est passé. On voit très peu d'Allemands d'ailleurs on voit très peu d'Allemands. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils y vont tout seuls. Et en fait, c'est pas évidemment pas comme ça que ça a dû se passer. Alors il y en a un, c'est l'expert arien aussi, qui est assez étonnant là, qui essaye de le faire passer pour un juif à un moment donné. L'un de ces Troufions. Je vais retrouver ça. C'est très très étonnant. Donc, bon, ça va revenir. Pour résumer un peu toutes ces brèves de comptoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui se trouvent dans cet ouvrage, on a affaire à des Troufions qui n'espèrent qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer chez eux, ce qui est légitime en temps de guerre, de retrouver leurs habitudes, leur quotidien, et que ça finisse d'une manière ou d'une autre, je dirais que c'est presque un problème secondaire. Alors, il y en a qui ont quand même un peu
le sens politique. Il y a aussi un dialogue extrêmement drôle, là c'est imaginé bien entendu, entre l'ambassadeur, donc l'ambassadeur de France à Berlin, qui va voir Ribbentrop. Et alors il dit, ils se tiennent à peu près ce langage. Bonjour monsieur le ministre, ça va comme vous voulez? L'autre lui répond, pas mal, et vous-même? Tout doucement, je viens vous parler un peu du corridor, le corridor de Danzig, qui est très présent aussi dans l'ouvrage. Est-ce qu'Adolphe est toujours intraitable? Vous voulez dire qu'il a bouffé du lion? Ce qui peut être emmerdant, vous ne devez pas vous marrer tous les jours avec ce coco-là. Puisqu'il s'obstine, je me vois obligé de vous communiquer les dernières propositions de mon gouvernement pour la prochaine. Mais au préalable, pourrais-je savoir si vous n'avez pas trouvé un autre truc que Danzig? Parce que, entre nous, Danzig, ça n'emballe pas mon peuple. On va pas aller mourir pour Danzig, quoi. Il faudrait trouver quelque chose d'un petit peu plus. Puis alors, ils font des calculs aussi sur le nombre de morts. Ils se mettent d'accord, etc. Et il y a aussi, alors sur ces entrefaites, on déclenche les hostilités comme on ne dispose que de 1800 000 morts, donc c'est le chiffre sur lequel ils ont fini par s'accorder, un fond de roulement plutôt faible, on bride l'héroïsme au début, et ça m'a beaucoup fait rire, le pauvre Troufion la trouve drôle, avec un D majuscule, c'est la drôle de guerre qui vient après ça. Alors, j'ai repéré aussi... le 18 juin 40, parce que tout est daté, la progression vers donc ce stalag en Autriche, tout est daté. Alors voilà ce qui se passe le 18 juin 40. Donc il y a une affiche à l'entrée de la baraque où ils ont fait halte. La France est vaincue, dit l'affiche. Le gouvernement Reynaud a démissionné. Le nouveau gouvernement du maréchal Pétain a demandé l'armistice. L'armée allemande occupe Paris, Verdun, Rouen et Besançon. Elle marche sur Brest, Lyon et Bordeaux. Ça, c'est sur l'affiche. Alors le commentaire du Troufion: maintenant qu'ils ont gagné, ils vont peut-être nous nourrir avec autre chose que des épluchures de patates. C'est une certaine vérité française qu'on a là. L'alimentation, on peut les comprendre, mais c'est quand même une... Pour les épluchures de patates, oui, mais c'est quand même, à travers ce livre-là, une certaine vérité française, une vérité qui relativise l'héroïsme, le courage et les valeurs militaires, qui rejette les grandes pompes guerrières et la poésie infamante des tranchées, pour un certain langage du quotidien à l'odeur de zinc, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est loin du courrier des prisonniers à leurs familles pour ne pas les désespérer, qui prennent un ton teinté de lyrisme. Là, quand ils comprennent que l'armistice, c'est pas la paix et que c'est le début de la fin, la langue se libère. Et chacun voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire sa propre et individuelle survie. Oui. Alors, on va continuer un petit peu à évoquer donc ces témoignages parfois caustiques, cette image finalement sans phare de la troupe à l'époque. Mais je voulais vous demander justement du point de vue de l'écriture, Anthony Friston, vous qui avez vu le manuscrit ou le tapuscrit original. Là, c'était un tapuscrit. C'était un tapuscrit. Est-ce qu'il y a beaucoup de réécriture par rapport donc aux témoignages recueillis? Alors là, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas les carnets qu'il avait dû rédiger pendant qu'il était prisonnier. Au niveau de la réécriture, je ne sais pas, je pourrais davantage vous répondre sur d'autres livres où là, j'ai les manuscrits et je peux et puis voir. En comparant éventuellement justement avec d'autres livres que vous avez lus. Non, on a l'impression que c'est assez, que ça coule assez facilement. Là, je suis en train de travailler sur un inédit et il y a de temps en temps des surlignages, des choses qui sont répétées, réécrites, mais pas tellement. Pas tant que ça, non. Non. Moi, je crois que l'impression de finalité de l'écriture, parce qu'il faut le dire, l'ouvrage est prêt à sourire. Par moments, c'est très drôle, oui. C'est glauque aussi, mais c'est souvent très drôle par les formules rapportées. Pour avoir lu un seul autre livre du même auteur, c'est-à-dire son reportage sur les chômeurs, et le journal inédit que vous m'avez transcrit, que je suis en train de lire, il est certain que dans la débâcle, à partir d'un matériau de témoignage que l'auteur a consigné, et quand il s'est mis à la rédaction finale de son ouvrage, il a réussi un travail de montage et de construction des divers témoignages pour mettre en relief les avis des uns et des autres,
qui fonctionne très bien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on n'avait pas affaire avec ce livre-là à une supercherie, c'est-à-dire à un écrivain de grand talent qui a imaginé tout cela à partir d'une documentation historique et qui signe un roman en prétextant faire un reportage en 1940. La question reste ouverte, mais de ce que je sais, de la personnalité de l'auteur, de ce qu'il a déjà écrit qui a été publié et de ce qu'il a écrit qui n'est pas publié, moi j'y vois une assez grande fidélité. Et au bout du compte, si je me suis posé la question au départ sur l'authenticité de ce texte-là, les doutes que j'ai ressentis ont été levés quand j'ai commencé à m'intéresser de manière plus large à son travail. Et puis on a affaire à quelqu'un de foncièrement honnête, un militant dans les années 30 qui s'intéressait aux chômeurs, qui était antimilitariste, dans une veine un peu anarchisante, qui était de tous les combats. Oui. À chaque fois qu'il y a un détail qu'on peut vérifier, c'est juste. Oui, c'est ça. Je l'ai fait. Il y a la fameuse histoire du petit insigne de l'armée britannique dont il parle. Et c'est un insigne que j'ai, qu'il avait gardé et que j'ai. D'accord. Il y a des passages assez savoureux aussi sur les Anglish, les Islanders. Ils n'ont pas vu d'homme porter la jupe. Je voulais juste rappeler, pour compléter donc, sa biographie, qu'il a cofondé le syndicat CGT des officiers de la marine marchande. Et puis alors, à propos de Danzig, donc, qui est très, ce témoignage qui est quand même assez drôle. Moi, je suis patron de bistrot. Souvent, d'ailleurs, les propos débutent de cette manière, c'est-à-dire la personne se présente, on sait qu'il est charretier, cantonnier, garde-chasse. Moi, je suis patron de bistrot, un petit bistrot pas très conséquent, mais enfin, je suis patron, j'ai personne sur le dos. Un beau jour, il m'ordonne de plaquer mon comptoir et d'aller faire le militaire sous prétexte d'une question de Danzig. Je trouve ça abusif. C'est comme si je disais à des militaires professionnels: ça va mal dans la limonade. Vous, là, le colonel, vous allez plaquer votre régiment pour aller dans mon bistrot faire le garçon pendant un temps X. Et puis, à propos, quand même, oui, d'une certaine mentalité, oui, chacun pour soi, naturellement, tout le monde ne se trouve pas dans le même cas. Par exemple, bon, c'est une réponse. Moi et mes copains, si Hitler prend tous les départements du Nord et de l'Est, on s'en fout royalement, on est du Gers. Et on voit les oppositions nord-sud, les conflits d'une région à l'autre, les rejets des Normands par je ne sais trop qui. Une bonne chose, ce serait que les Fridolins descendent jusqu'à Toulouse pour leur montrer ce que c'est que la guerre à tous ces Auvergnats. Voilà, ce genre de truc. Et puis alors, j'ai retrouvé donc le passage devant l'expert arien. Ça, c'est lorsqu'ils sont arrivés, donc près en Autriche, dans leur stalag. Donc le 21 juin, j'ai eu un moment de trouille quand on est passé devant l'expert arien. Le pauvre garçon, il s'appelle Klein. Mais C-L-I-N, pas K-L-E-I-N. Alors il dit bah non, moi je suis pas juif. L'autre tient absolument, vous êtes juif. Il dit, alors ça s'écrit d'ailleurs C-H-U-I-F. Et puis à la fin il lui dit bon écoutez, comment dire, oui c'est ça. Il lui demande de faire la prière. Non, il lui dit écoutez, moi j'ai jamais vu de juif, je sais pas ce que c'est, mais je suis pas le gars contrariant. Et si ça peut vous faire plaisir, je veux bien être juif. Et là, le type se marre et lui demande de réciter la prière je vous salue Marie, etc. Voilà, c'est plein de petites tranches de vie comme ça, comme vous dites, quelque chose qui ressemblerait à des brèves de comptoir sur la grande de la maison des morts quand même. la grande route de la débâcle donc de juin 40. Un ouvrage tout à fait intéressant. Vous préparez d'autres publications, Anthony Friston. Vous prévoyez... On est en train de travailler sur son journal reportage sur les chômeurs dans les années 30. Et actuellement, Anthony Friston a transcrit les manuscrits du journal de César Faubras que je suis en train de lire. Mais très certainement, il y aura une suite à ce début d'aventure. Oui, alors le journal, ça doit être intéressant justement parce que... Et alors, ça couvre en partie la même époque ? Non, le journal, enfin, ça commence un peu avant, ça commence en 39 et ça se termine en 44. Très bien, oui. Donc c'est plus large, mais on parle de la même période. Merci Anthony Friston, merci Gérard Bérébi. Nous parlions avec vous donc de cet ouvrage
publié aux éditions Alia, César Faubras, La débâcle. Demain, je m'entretiendrai avec un linguiste, Pierre-Alain Canet, un ouvrage intitulé Lecture lente. Il s'agit de linguistique et de critique littéraire. C'est publié aux Presses universitaires de France dans la collection Formes sémiotiques. Et puis Toufik Hakem, en première partie, reçoit Yves Simon pour La Compagnie des femmes. C'est publié chez Stock. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier. À la technique aujourd'hui, Jean Frédérix. Une réalisation de Dominique Briffaut. Vous écoutez France Culture, il est 17h.